Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro de l'Échangeur dédié cette année à un thème d'actualité, la décarbonation du monde du transport. Vous êtes actuellement plus de 250 connectés, représentants du monde du transport et des flottes de véhicules utilitaires, à nous rejoindre et à nous suivre aujourd'hui. Je suis Claire Bourlange, directrice de la communication chez Michelin pour la région Europe du Sud, et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Avant de démarrer, je tiens à vous préciser que cet événement est avant tout le vôtre. Aussi, pour que vous puissiez participer, nous avons mis en place une solution interactive qui va nous permettre de recueillir ici sur le plateau vos commentaires et vos questions tout au long de l'émission. Dans un peu plus d'une heure, j'ouvrirai une séance de questions-réponses avec l'ensemble des intervenants sur la base de vos questions. Alors n'hésitez pas à alimenter le fil de discussion. Je compte sur vous et je ne manquerai pas de vous le rappeler. Certains d'entre vous étaient déjà parmi nous l'année dernière pour parler du transport de demain et de ses impacts aujourd'hui. D'autres nous rejoignent cette année pour la première fois. Aussi, avant d'accueillir ma première invitée sur le plateau, je vous propose d'écouter Rebecca Nieto et André Billet, tous les deux vice-présidents des ventes chez Michelin, qui reviennent pour nous sur le pourquoi de cet événement, l'Échangeur. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour André. Bonjour Rebecca, bonjour à toutes et à tous. Avec André, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième édition de l'Échangeur. Édition dédiée cette année à la transition vers un transport décarboné. Un grand merci pour votre présence à nos côtés. Avant de laisser la parole aux experts qui nous accompagnent aujourd'hui, nous voulions, avec André, vous dire pourquoi le groupe Michelin a souhaité organiser pour la deuxième fois consécutive cet événement avec vous. Nos clients transporteurs et flottes de véhicules utilitaires. Comme vous le savez, avec notre stratégie demain chez Michelin, tout sera durable, nos offres vont bien au-delà du pneu. Chez Michelin, nous faisons le choix de nous développer dans les pneus, autour du pneu et au-delà du pneu, pour accompagner tous nos clients et en particulier nos clients transporteurs et flottes de véhicules utilitaires, c'est-à-dire vous. En effet, nous devons tous, aujourd'hui plus que jamais, faire face à une problématique essentielle, savoir se transformer et s'adapter en permanence aux évolutions du monde qui nous entoure. Et ce, pour assurer la pérennité de nos entreprises et l'avenir des générations futures. Comme vous, chez Michelin, nous nous interrogeons sur l'avenir pour faire les meilleurs choix maintenant et avoir de l'impact demain. La transition vers la neutralité carbone, aussi appelée zéro émission nette, est plus que jamais une question d'actualité. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous associer à travers les échanges et la table ronde qui vont suivre à une réflexion autour du transport décarboné, pour qu'ensemble, nous nous posions aujourd'hui les questions qui nous aideront à avancer vers la décarbonation de nos activités. Encore une fois, merci de votre présence et merci aussi à tous les intervenants que vous retrouverez sur les plateaux ou en vidéo. Armel Balvé, Nicolas Meillan, Philippe Rossier, Thierry Caranta, Pascal Nouvelon, Cyril Boucan-Nicolas et Olivier Leroux, qui ont pris du temps pour témoigner et partager leur expertise et expérience à l'occasion de l'Échangeur 2. Avec André et au nom du groupe Michelin, nous vous souhaitons un bel événement et beaucoup d'échanges. À bientôt. À bientôt. Le sujet de cette deuxième édition de l'Échangeur, c'est comment avancer ensemble vers un transport décarboné. Dans ce domaine, les règles du jeu ont changé et changent en permanence. Alors, où en sommes-nous ? Que prévoit la loi climat ? Quel est le cadre des réglementations liées à la transition énergétique en France et en Europe ? À quoi faut-il s'attendre avec Fit for 55, la feuille de route de l'Union européenne pour 2030 ? C'est Armel Balvé, responsable des affaires publiques France chez Michelin, qui va venir nous expliquer cela. Bonjour Armel, bienvenue. Bonjour Claire, bonjour à tous. Alors, avant de rentrer dans le détail des dernières lois françaises, Armel, il faut regarder où est-ce que nous devons aller. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Toutes les lois françaises et européennes et réglementations ont un seul but à atteindre, c'est la neutralité carbone en 2050. C'est le sommet que nous devons atteindre collectivement. Et où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a des paliers qui ont été définis et si oui, lesquels? Oui, l'Europe, en 2014, a défini un palier intermédiaire, la réduction de moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2030. En 2015, la COP réunissait tous les pays signataires pour réduire notre impact sur le climat à 2 degrés. Et de la même année, la France se dotait d'une stratégie nationale bas carbone. Alors justement, parlons de cette stratégie nationale bas carbone. Elle s'est traduite par des lois ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles? Oui, on a eu 3 lois majeures ces 3 dernières années. La loi énergie-climat avec la fin de la production d'électricité à partir du charbon, mais aussi l'obligation de panneaux solaires sur les bâtiments, un plan de soutien massif à l'hydrogène bas carboné. Ensuite, nous avons eu la loi d'orientation des mobilités avec pour la première fois la fin de la vente des voitures neuves thermiques en 2040, les premières zones à faible émission et le déploiement des stations de recharge multipliées par 5 avec un plan massif dans le ferroviaire. Et enfin, nous avons eu la loi climat avec la multiplication des zones à faible émission. Donc, nous allons avoir d'ici 2024 33 zones à faible émission puisque ce sont toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants qui vont devoir avoir une ZFE. Et nous allons aussi avoir, avec la loi climat, l'interdiction de la vente des véhicules poids lourds fonctionnant majoritairement à une énergie carbonée dès 2040. C'est la première fois qu'une loi française inscrit une telle interdiction pour les poids lourds. Et enfin, la modulation des péages selon les émissions que vous émettez et votre motorisation. Tout ça n'est pas encore arrivé dans notre quotidien, mais va arriver très vite. Alors cette loi climat, elle a été pensée pour atteindre une étape intermédiaire de moins 40% d'émissions à horizon 2030, mais est-ce vraiment suffisant? Non. Et la Commission européenne a publié le 14 juillet dernier un paquet législatif inédit qui s'appelle Fit for 55. Vous vous rappelez, nous devions faire moins 40%. D'ici 2030, la Commission européenne propose moins 55%. C'est un vrai changement de dénivelé. Donc beaucoup de règlements sont actuellement sur la table. On entend beaucoup parler en ce moment du règlement sur les émissions de CO2 des véhicules, mais aussi de l'interdiction des ventes de voitures neuves thermiques en 2035. Rappelez-vous, c'était 2040, désormais 2035. Nous allons aussi avoir la révision de la directive sur les infrastructures de recharge, mais aussi la révision de la directive sur les émissions des poids lourds et sur les dimensions et poids des véhicules. Tout ceci va ensuite être intégré dans une prochaine loi climat en France. Et Armelle, on peut se poser la question, et Michelin dans tout ça? Oui, avec sa stratégie tout durable, Michelin est parfaitement aligné sur les objectifs européens. Nous contribuons à notre manière à cette réflexion, soit à travers des think tanks, des groupes de réflexion comme le Shift Project, mais aussi avec les pouvoirs publics qui associent les grands acteurs économiques. En ce moment même, nous travaillons collectivement sur la feuille de route décarbonation des transports de marchandises. Alors maintenant que le cap est fixé, il faut trouver les moyens pour atteindre le sommet de la neutralité carbone. Est-ce qu'on les a, ces moyens? C'est un défi majeur qui est devant nous. Pour atteindre les moins 55%, il va falloir réduire nos émissions 4 fois plus vite que nous l'avons fait ces 15 dernières années. Les experts considèrent que la solution viendra pour moitié de la technologie et pour l'autre moitié de changement de nos comportements. Donc c'est un vrai challenge qui nous attend, mais c'est aussi une vraie chance d'être les acteurs de cette transformation pour une mobilité plus durable et un monde meilleur. Alors Armelle, cette transformation, elle passe, j'imagine, par la technique, elle passe aussi par des comportements. On a tous un rôle à jouer. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit point sur la technique? Est-ce qu'il y a des axes de travail qui sont privilégiés? Oui, alors sur la technique, parmi les pistes, évidemment, il y a l'électrification de notre mobilité, donc que ce soit par batterie ou par hydrogène. Donc il faut absolument accélérer dès maintenant le déploiement des motorisations et des infrastructures. Pour le poids lourd, les pistes sont très connue, il n'y a rien de nouveau, c'est l'accélération du report modal vers le ferroviaire et le fluvial, de nouvelles plateformes logistiques, le développement du rétrofit
et l'amélioration du poids des véhicules et de leur aérodynamisme. Pour le fret urbain, à l'électrification, il va quand même falloir ajouter une refonte de la logistique des métropoles et pour ça, certainement, une meilleure gouvernance entre acteurs locaux. Alors la technique ne peut pas tout, elle doit forcément être accompagnée de comportements. Qu'est-ce qu'on peut entendre par comportements qui doivent changer ? Alors parmi les pistes évoquées, il y a conduire autrement. Et notamment, on entend beaucoup en ce moment une obligation d'éco-conduite pour les VUL. C'est aussi peut-être conduire moins vite. L'une des pistes serait le bridage des poids lourds à 80 km/h versus 90 aujourd'hui. Mais il y a aussi une piste connue mais qu'il faut améliorer, c'est l'optimisation des chargements avec peut-être une mutualisation bien meilleure poids lourds VUL. Ces pistes sont connues, on l'a dit. Les progrès ont déjà été réalisés, mais ce sont les progrès les plus difficiles qui nous attendent. Mais le changement le plus impactant, selon les experts, pour réduire l'impact de notre mobilité, c'est de réduire notre demande en transport de marchandises. Et pour ceci, il n'y a qu'une solution, c'est changer notre manière de consommer. Est-ce possible ? Sommes-nous prêts ? C'est la question. Alors, ce sont de très bonnes questions. En tout cas, merci Armelle pour ces éclairages qui nous permettent de mieux comprendre le terrain de jeu dans lequel nous allons évoluer. On vient de le voir, la loi européenne a fixé un cap de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors, comment s'y préparer ? Quelles sont les alternatives qui s'offrent à nous pour atteindre le zéro émission ? Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec mes deux prochains invités, Nicolas Meillan et Philippe Rosier, que j'invite à me rejoindre sur le plateau. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Nicolas. Nicolas, vous êtes ingénieur, expert du secteur du transport et de l'énergie. Vous avez été pendant 4 ans conseiller scientifique chez France Stratégie au service du Premier ministre. Vous publiez tous les mois un rapport sur les ventes de véhicules électriques chez EV Volume et vous participez régulièrement à plusieurs groupes de réflexion sur la transition énergétique. Vos thématiques de prédilection sont la voiture électrique, la mobilité et l'énergie du futur. Bonjour Nicolas. Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Philippe Rosier, vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la chimie et de l'énergie. Vous possédez une expertise dans l'accompagnement d'entreprises en croissance. Vous avez notamment dirigé 2 entreprises pionnières de la transition énergétique et vous êtes depuis septembre 2020 président directeur général de Symbio, société détenue à part égale par Michelin et Faurecia, une entreprise qui conçoit, produit et commercialise des solutions hydrogène pour véhicules légers à lourd. Bonjour Philippe. Bonjour Claire. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et de venir échanger avec nous sur ce plateau. Nicolas, pour commencer, je me tourne vers vous. Les crises sanitaires et géopolitiques que nous vivons ont mis en exergue plusieurs vérités, et notamment celle qu'il faut accélérer la transition énergétique. Quel est votre regard sur les transformations que nous sommes en train de vivre ? Le cadre global, effectivement, est bousculé par les événements récents qui ont accéléré significativement certaines contraintes comme nos approvisionnements en pétrole, nos approvisionnements en diesel ou encore en gaz. Il est pour l'instant assez difficile de se projeter dans le contexte que nous connaissons, guerre en Ukraine, augmentation très forte du prix du gaz, mais aussi de l'électricité, du prix du diesel qui a été multiplié par 3 en 2 ans, retour du charbon en Chine, en Inde, en Corée du Sud, mais aussi en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche. Et la grande question finalement aujourd'hui que peu de gens se posent, c'est la pénurie possible sur les carburants. Qu'est-ce qu'on fait demain s'il n'y a plus de diesel à la pompe ? Ce qui amène forcément à une autre question, comment s'organise-t-on pour avoir un plan B mobilité ? Combien de temps notre entreprise peut fonctionner sans diesel ? Alors Nicolas, c'est justement la question qu'on se pose. Quelles sont les solutions pour ce fameux plan B ? Alors, malheureusement, il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas une solution magique. Il va falloir regarder usage par usage quels sont les véhicules qui sont le plus adaptés à nos besoins, notamment en termes d'autonomie, en termes de temps de recharge et bien évidemment en termes de coût.
Et ça dépend aussi du contexte local, comme l'a rappelé Armelle. Ce sera différent si vous faites de la livraison du dernier kilomètre ou bien si vous transportez des marchandises sur des longues distances. Donc il n'y a pas un plan B, mais plusieurs plans B pour chacun des usages. Et Nicolas, au regard du rapport que vous publiez tous les mois, est-ce que vous voyez quand même un changement aujourd'hui d'habitude et de comportement ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la hausse exponentielle des ventes de voitures électriques et on a effectivement une évolution du marché. Au niveau européen, aujourd'hui, 20% des voitures neuves sont des voitures électriques. Au niveau mondial, c'est 10%. Mais pour que ce soit 20% du parc, ça va prendre un peu de temps. 20% du parc, c'est 10 ans. La moitié du parc, c'est 20 ans. Et puis en ce moment, on a quand même quelques vents contraires aussi sur le développement de la mobilité électrique. La pénurie des semi-conducteurs qui a impacté toute l'industrie automobile, mais aussi les voitures électriques, l'augmentation du coût des batteries, avec l'augmentation du coût du métaux, le prix du lithium multiplié par 10, ou encore la baisse des subventions. Dans certains pays, je pense par exemple à l'Allemagne, qui à partir de l'année prochaine va baisser les subventions sur les voitures hybrides rechargeables. Donc le développement de l'électrique ne sera pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire que les professionnels sont prêts à passer à l'électrique aujourd'hui ? Pour les professionnels, comme d'ailleurs pour les particuliers, on va devoir passer d'une mobilité couteau suisse, une seule source d'énergie pour tous les véhicules, quel que soit leur usage, à une mobilité spécifique, donc plusieurs véhicules dans une même flotte avec des sources d'énergie différentes en fonction de l'usage. Donc on passe un peu d'une logique de push, où finalement il y avait un véhicule pour tout couvrir, à ce que j'appelle une logique de pull, où en fait le point de départ c'est de bien comprendre les besoins de déplacement de votre flotte et de trouver la solution la mieux adaptée. Un exemple, si vous avez besoin d'aller en ZFE, donc zone à faible émission, pour le dernier kilomètre, il vous faudra un autre véhicule que celui qui fera le trajet de longue distance et qui pour l'instant va rouler au diesel. Et c'est bien là le vrai impact des ZFE pour les professionnels, parce que c'est demain. Les ZFE vont forcer l'électrification des véhicules utilitaires légers, et donc il y a des vraies questions à se poser, parce que c'est 2024 à Paris, plus de diesel en circulation à Paris. Il y a aussi un autre risque qui est important, c'est celui de la disponibilité du carburant diesel, avec des contraintes très fortes actuellement au niveau mondial, des stocks au plus bas, suite à une diminution des capacités de raffinage, sans parler bien évidemment de l'embargo sur le pétrole et le diesel russe. Donc quid de l'approvisionnement de l'Europe et du monde. Merci Nicolas. Alors pour bien comprendre ce que vous venez de nous dire, dans une même flotte, on pourra donc avoir plusieurs types d'énergie disponibles. Quels sont les choix concrets qui s'offrent à une entreprise de transport ? Alors effectivement, aujourd'hui, plusieurs solutions existent, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Pour les longues distances, aujourd'hui, ça va être majoritairement du diesel, mais on a des flottes qui commencent à s'équiper en gaz naturel liquide, avec un réseau d'infrastructures qui se met en place, peut-être de l'hydrogène demain. Et pour les trajets du quotidien, les derniers kilomètres, la livraison en ville, là, on va être sur des véhicules plutôt électriques, à batterie ou hydrogène, du bio-GNV qui bénéficie de la critère 1, donc qui pourra circuler dans les ZFE. Mais ce qui est sûr, c'est que plus votre véhicule va être lourd, moins ça va être pertinent de l'équiper avec des grosses batteries. Et ça va aussi dépendre, bien sûr, des distances que vous parcourez chaque jour et la typologie de parcours. Est-ce que c'est urbain? Est-ce que c'est rural? Et donc, certaines solutions vont être mieux adaptées que d'autres. Si je prends l'exemple des bus. En ville, à Paris, vous avez déjà beaucoup de bus électriques à batterie. Mais par contre, si vous devez avoir des cars interurbains entre différentes villes ou agglomérations, là, vous allez plutôt vous tourner vers des solutions peut-être comme le bio-GNV ou l'hydrogène qui seront plus pertinents pourvu, bien évidemment, qu'on puisse les recharger. Merci. Alors, d'un point de vue de technologie, on entend aujourd'hui beaucoup parler de l'électrique. Est-ce qu'on peut dire que rien ne peut battre l'électrique ? Alors, on vit un peu dans un monde où il faut absolument qu'on fasse 100% de nos besoins en électrique. Mais ça, ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible en tout cas pour l'instant, parce que la mobilité électrique est très adaptée à la mobilité du quotidien, à la livraison du dernier kilomètre, et c'est déjà une bonne nouvelle, parce que quand on parle d'un particulier, c'est quand même 80% de nos déplacements. Donc on peut déjà décarboner 80% quand on se déplace en voiture. Donc ce qui est certain, c'est qu'il faut prioriser. Et on va commencer sans doute par ce qui circule dans les villes. Et donc il faut tout électrifier dans ce qui se passe en ville, à part éventuellement votre vélo, si vous voulez faire un petit peu de sport, mais camionnette, taxi bien évidemment, Uber, un scandale, tous ces Uber diesel en ville, les scooters, les bennes à ordures, les bus, etc. Et c'est possible, c'est d'autant plus possible en ville qu'on a des flottes et qu'on est capable de mutualiser les coûts, notamment pour les infrastructures de recharge, mais aussi pour ces véhicules qui sont beaucoup utilisés et donc qui permettent de mieux amortir l'investissement. Par contre, sur un Paris-Marseille, c'est encore un peu compliqué. Et c'est vrai que les représentants du transport qui nous écoutent aujourd'hui le savent parfaitement. Ça reste un challenge, notamment sur le coût des infrastructures, le temps de recharge et puis l'autonomie limitée. Aujourd'hui, des alternatives qui existent. Et donc, généralement, on dit que quand on a besoin de rouler plus de 200-300 km, vous n'allez pas pouvoir attendre 30 minutes, 1 heure pour recharger vos batteries. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de les faire en électrique. Sans oublier, bien sûr, la question du poids et de la charge utile qui sont à prendre en compte. Donc, une des alternatives à la batterie, pour ces véhicules plus lourds, ça pourrait être l'hydrogène, mais il faut s'assurer, comme pour l'électricité, que la production est décarbonée, bien évidemment, que ce n'est pas fait avec du charbon, et aussi le développement d'une infrastructure de recharge qui est aujourd'hui encore chère. On parle de 1 million d'euros pour un pistolet à hydrogène. Et si on devait mailler le territoire français, on parle de quelques dizaines de milliards d'euros d'investissement. Alors la France et l'Allemagne y croient, investissent dans l'hydrogène, pas avec la même vision, mais à peu près avec le même budget d'ailleurs, à peu près 10 milliards d'euros chacune. Et au niveau européen, on est à 50 milliards d'euros sur l'hydrogène. Alors, on parle d'hydrogène. Je vais me tourner naturellement vers Philippe. Philippe, chez Symbio, vous êtes spécialiste de solutions hydrogène. C'est quoi la technologie hydrogène? Comment ça marche? Effectivement, alors Symbio est 100% hydrogène. On ne fait que ça. Notre métier, c'est de développer et commercialiser des systèmes de piles à combustible pour la mobilité sur route ou hors route. Alors déjà, pourquoi l'hydrogène ? Parce que de plus en plus, avec la transition énergétique, on se retrouve avec des surplus d'énergie renouvelable. On ne sait pas quoi faire de cette électricité, et donc l'idée est d'utiliser cette électricité pour produire de l'hydrogène. On appelle hydrogène vert ou hydrogène décarboné, que l'on peut stocker. L'hydrogène est un vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'il peut transporter l'énergie d'un point A à un point B. C'est pas nouveau. Jules Verne en parlait. Il y avait une pile à combustible dans la fusée Apollo. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de miniaturiser cette technologie pour la mettre sous un capot. Alors Philippe, vous parlez de système de pile à combustible. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière très simple en quoi ça consiste, ce système? Alors, très simplement, sur un véhicule, plutôt que d'alimenter à 100% par la batterie, comme les véhicules électriques, on vient ajouter à un véhicule électrique une technologie qui transforme l'hydrogène embarqué dans un réservoir en électricité par une réaction électrochimique qui se fait dans la pile à combustible. En faisant ça, on a un véhicule zéro émission qui ne fait pas de bruit, et qui permet de faciliter la décarbonation de certains types d'usages dont Nicolas parlait. Et aujourd'hui, quels sont vos principaux clients chez Symbio? Est-ce que ce sont principalement des constructeurs, au vu de ce que vous venez de nous dire? Absolument. Alors, Symbio, c'est ce qu'on appelle un équipementier de rang 1, c'est-à-dire que l'on fournit des systèmes de piles à combustible à des constructeurs. Notre premier client, c'est Stellantis, pour ces véhicules utilitaires de milieu de gamme qui sont en train de sortir en ce moment avec notre système. Et notre métier, c'est d'aider ces constructeurs
à redesigner leur véhicule électrique avec cet ajout de système hydrogène, ou parfois même de rétrofiter leur véhicule thermique en système décarboné hydrogène. Philippe, on se pose, j'imagine, tous la question. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages de l'hydrogène ? Plein d'avantages, évidemment. Le premier d'entre eux, j'en ai parlé, c'est un véhicule zéro émission et sans bruit. Donc c'est évidemment l'objectif numéro 1. Mais ce n'est pas le seul, parce que l'électrique fait très bien l'affaire. Donc en fait, l'hydrogène, pour résumer, ça permet d'avoir sur un véhicule les mêmes qualités d'usage que le thermique. On a dans un véhicule électrique, tous ceux qui l'ont utilisé le savent, on a des problèmes d'autonomie, on a des problèmes de recharge rapide, on a parfois des problèmes de puissance. Sur un poids lourd, 44 tonnes, il faut 8 tonnes de batterie, donc on perd en poids embarqué. Donc l'hydrogène vient ajouter à l'électrique une solution qui permet une autonomie de plus de 1000 km, une recharge au pistolet en quelques minutes, et puis la puissance comme un véhicule thermique. Donc c'est une façon d'avoir la même qualité d'usage avec, et ça c'est très important pour vous transporteurs, avec un gros avantage qui est pas de bruit, pas de vibration, donc à la conduite, et c'est très spectaculaire dans les VUL qui sortent en ce moment, vous avez exactement la même qualité de conduite qu'un véhicule électrique. Merci Philippe. Alors Philippe Nicolas, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Thierry Caranta, directeur des opérations logistiques de Carrefour France et membre du comité exécutif Supply Carrefour France. J'ai été à sa rencontre il y a quelques jours pour échanger avec lui sur la transition énergétique amorcée par Carrefour depuis 2012. On le regarde. Bonjour Thierry Caranta, merci de m'accueillir ici à Saint-Vulbas, dans l'un des entrepôts du groupe Carrefour. Avant de démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous en dire un peu plus sur Carrefour et le parc de véhicules que vous gérez aujourd'hui ? Bonjour Claire, ravi de vous recevoir dans l'établissement Carrefour. Donc, je suis Thierry Caranta et effectivement je gère les opérations logistiques et transports pour Carrefour France et au sein de la supply chain. Donc, je suis membre du comité de direction de la supply chain France. Carrefour, c'est à peu près 2 millions de mètres carrés d'entrepôts, c'est 7000 personnes et c'est 4000 personnes chez nos prestataires de services, puisqu'on a une logistique qui est aussi prestée. Et pour la partie transport, nous faisons tous les jours 7000 livraisons avec 3800 camions que nous mettons sur la route du lundi au samedi. Et dans les 3500 camions qui tournent, on en a 1800 qui sont ce qu'on appelle du camion dédié. C'est de la location longue durée avec chauffeur chez des partenaires transporteurs. Nous-mêmes, nous avons une propre flotte, une centaine de camions Carrefour. On est transporteur à ce titre-là. Voilà, en gros, on livre à peu près 23 milliards de colis dans les magasins Carrefour. Donc ça représente un volume important, d'où ce nombre de camions. Voilà. Et donc, sur différents parcs de magasins, on a de l'hypermarché, du market, de la proximité et du cash and carry. Merci Thierry. Alors, vous avez démarré la transition énergétique de votre parc il y a plusieurs années maintenant. Quelles sont les questions à se poser quand on veut se lancer ? Concrètement, comment on fait pour amorcer sa transition énergétique quand on a des véhicules poids lourds ou des véhicules utilitaires légers, voire les deux ? C'est une très bonne question, hein. Alors, en 2012, on s'est posé la question de comment allait évoluer le transport dans l'avenir et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour mieux s'insérer dans l'environnement. La première question sur laquelle on a répondu, on a remis tous nos camions à la norme Euro 6. Donc ça, c'était obligatoire. Donc tout le monde devait venir en camion Euro 6. Et puis, on s'est posé la question, comment décarboner notre transport ? Alors ça, c'est vraiment la question centrale. Et là, on s'est dit, bon, est-ce que c'est suffisant ? La réponse, elle est non. Donc on s'est dit, il faut d'abord que ça soit opérable. Donc est-ce que le camion, on est capable de le recharger rapidement, trouver des stations de recharge partout en France, hein. Nous, on couvre quand même tout le territoire, y compris la Corse. C'était une première complication. La deuxième, c'est on veut
maîtriser notre empreinte énergétique dans l'environnement, et on veut qu'on s'intègre socialement dans les villes. Voilà. Donc ce sujet-là, ça a été de dire comment on réduit le bruit aussi. Parce que l'autre facteur polluant, qui ne pollue pas l'environnement, mais qui pollue, je dirais, l'ensemble des concitoyens, c'est le bruit. Donc on s'est mis ça. Et puis le troisième point, c'est de se dire, le transport propre, qui ne fait pas de bruit, ça va coûter cher. Et donc il faut trouver un modèle qui soit rentable. Parce que l'idée, ce n'est pas aussi d'inflater tous nos prix dans les magasins. Donc on s'est posé ces trois questions-là. Et à partir de ces trois questions, on a essayé de définir quel type d'énergie on allait prendre. En 2012, pas vraiment de solution. On a un peu testé, on s'est un peu tâtonné. On a testé du camion électrique, ça n'a pas fonctionné. Les batteries ne tenaient pas. On a testé de l'hybride, pas convaincant. On a testé du biogaz. Pareil, on n'était pas convaincus, ça ne diminuait pas les particules fines. Et puis, on s'est concentré sur une énergie renouvelable qui est le biométhane. En traitant les déchets, parce que vous savez, en magasin, toujours cette polémique de la grande distribution, elle jette. La plupart du temps, on recycle. Et donc, il y avait une possibilité de recycler aussi des produits en faisant du biométhane. Donc ça, on a fait ça. Et puis, on a traité avec des agriculteurs qu'on produise. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a choisi le biométhane. Donc, le biométhane, il n'y a pas de particules fines. Donc ça, c'est l'idéal. C'est un critère 1. Et ça fait moins de bruit. Mais ce n'était pas suffisant. Dans notre flotte aujourd'hui, on a 1800 camions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en dédié. Et donc, dans ces 1800, aujourd'hui, on en a 650 qui sont en biométhane. À la fin 2024, on en aura 1200. Et donc, c'est ceux-là qui vont tourner. Donc, vous me direz, mais le compte n'y est pas, monsieur Caranta. Il en manque un peu. Il en manque un peu, effectivement. Donc là, ceux-là, ils sont Euro 6. C'est les camions qui vont faire de la longue distance. Mais à partir de 2024, on va avoir d'autres types d'énergie qui vont venir compléter notre offre au biométhane. C'est-à-dire qu'on va venir avec de l'hydrogène et de l'électrique. Alors l'hydrogène, on veut absolument que ce soit l'hydrogène vert. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a un premier prototype qu'on a bâti en 2012 avec GreenGT, l'ADEME et les transports Chabas, qui devrait rouler, si tout va bien, fin de cette année, donc sur de la longue distance. C'est un 44 tonnes, donc c'est une première mondiale. Il fera la livraison des magasins de la Côte d'Azur au départ de Salon-de-Provence. Si on a je dirais, de l'hydrogène vert, on pourra augmenter notre parc. C'est-à-dire qu'on ne va pas le multiplier par 1800 ou autre, on va en avoir une dizaine de camions à l'hydrogène. Et puis l'électrique, on va faire un test à Paris pour livrer des magasins de proximité à partir du mois de décembre. Voilà, c'est 100% électrique. Donc on l'entend, Thierry, vous avez testé plusieurs types d'énergie, plusieurs solutions depuis 2012. Au regard de votre expérience, quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui aux professionnels qui sont en train de nous écouter et qui se posent peut-être les mêmes questions que vous? Bon, on a beaucoup avancé, la technologie a beaucoup avancé, donc je dirais que c'est presque plus simple aujourd'hui qu'avant. Il faut répondre aux trois questions qu'on s'est posées, nous. L'opérabilité, l'empreinte environnementale et sociétale, et puis le coût économique. Et à partir de ces trois éléments d'équation, c'est de trouver quelle est la bonne solution. Et s'y tenir. Donc qu'est-ce qu'on a fait, nous? Pour la partie opérabilité, le biométhane, on a négocié avec des acteurs du marché qui en produisent et qui nous le vendent. Donc là, les stations sont implantées, et donc c'est une énergie aujourd'hui qui est présente partout. D'ailleurs, Carrefour, quand vous voyez des camions biométhane circuler, un tiers des camions, c'est pour Carrefour. On est prescripteur en plus. Et nos transporteurs, qui travaillent pour d'autres, aujourd'hui proposent l'offre biométhane aussi. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur la partie environnementale, donc on vient de le voir, donc on va traiter cette partie-là avec l'énergie propre. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier le bruit. Ça, c'est important. On n'y pense pas souvent. Mais quand vous habitez en ville, quand il y a une livraison, ça fait du bruit quand le camion recule, ça fait du bruit quand le groupe froid fonctionne, ça fait du bruit quand les palettes descendent des camions. Donc tout ça, on se les est posés et on s'est dit, à notre offre énergétique, il faut qu'on ait une offre
avec une réduction du bruit. On est en train d'équiper tous nos camions frigo de groupe à l'azote, donc il n'y a plus de bruit. Donc le groupe froid là, que vous entendez sur les parkings d'autoroutes et autres, ou même en ville quand vous habitez en ville, bah, ça on n'entend plus. Et la deuxième chose, c'est on équipe nos camions de sol en caoutchouc, de façon à ce que quand les palettes circulent dans le camion, elles font moins de bruit. Et puis on travaille avec les municipalités et le magasin pour faire des trottoirs en résine, de façon à ce que quand ça circule, ça ne fait pas de bruit. Aujourd'hui, on a à peu près 38 magasins sur notre parc qui sont équipés CertiBruit. Et CertiBruit est un organisme extérieur qui nous contrôle. Donc vous pouvez les appeler si ça ne va pas, ils vous disent bah, voilà. Et ça, c'est vraiment important qu'on l'ait. Et puis après, il y a le ROI. Le ROI, le retour sur investissement, nous on se l'est fixé à 6 ans. Et ce n'est pas que le biométhane et ce n'est pas tout ce qu'on y met qui va baisser notre coût. L'important, c'est en même temps de réfléchir à comment j'optimise mon transport. Vous voyez, nous on livre les magasins, les hypermarchés quasiment tous les jours, les markets pas tous les jours, mais très souvent dans la semaine, et les proximités aussi. Donc c'est comment on remplit nos camions et comment on les fait tourner le plus possible. Et plein. Le fait d'avoir des camions vides, bah là, ça vous coûte cher. Et puis finalement, vous payez quelqu'un qui roule à vide, donc c'est pas intéressant. Donc ce qu'on fait, nous, c'est que nos camions, ils partent en magasin. On va enlever les emballages dans les magasins, éventuellement quelques déchets, mais surtout, on va chez les fournisseurs enlever de la marchandise, avec des camions biométhane. Donc on va décarboner aussi le transport de nos fournisseurs. C'est assez nouveau d'ailleurs, mais bon, voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut quand on est professionnel, c'est de dire je ne travaille pas à vide, je ne fais pas de bruit et surtout je ne pollue pas. Alors Thierry, vous nous avez parlé d'optimiser le transport. Est-ce qu'il y a d'autres actions sur lesquelles vous travaillez chez Carrefour? Oui, tout à fait. Une des actions qu'on a menées, c'est déjà utiliser le rail. Donc sur les longues distances, on a des entrepôts par exemple non alimentaires. Ces entrepôts non alimentaires, ils sont basés en région parisienne et on va alimenter le sud de la France. Donc là, nos camions sont chargés en Ile-de-France et ils vont être déchargés à Marseille après. Donc là, on utilise le rail pour les longues distances. L'autre élément important, c'est qu'on travaille sur, vous savez, le conducteur et le représentant de la supply chain de Carrefour. Donc notre conducteur, on veut qu'il soit bien, qu'il soit agréable et surtout qu'il soit respectueux de l'environnement et de la ville et des riverains. Donc outre des formations sur le comportement à avoir en ville, voilà, on développe l'éco-conduite. Donc on a beaucoup de formations de nos conducteurs sur l'éco-conduite de façon à réduire un maximum la consommation énergétique. Est-ce que Thierry, il y a des pièges quand même à éviter dans cette transition énergétique? Alors les pièges, c'est d'écouter tout le monde. C'est toujours ça, ou les consultants qui vous disent « super, machin ». C'est déjà répondre à ces 3 questions en interne, et je pense que la plupart des boîtes sont capables d'y répondre. Et puis, après, c'est se fixer un objectif et pas changer tous les 6 mois, de se dire « Ah, bah finalement, il ne faut pas tâtonner ». Une fois qu'on a fixé son énergie, bah, il faut y aller, il faut s'y tenir. Et nous, on a choisi, effectivement, le biométhane, déploiement jusqu'en 2024, 1200 camions, et après, des énergies alternatives qui sont l'hydrogène, le camion électrique, et voilà. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2030. C'est ça. C'est bien ça. Alors Thierry, une dernière question pour conclure cet échange. Est-ce qu'il existe une solution miracle, d'après vous, pour décarboner le monde du transport? Alors, la solution miracle, c'est Star Trek, la téléportation. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, et peut-être que ce ne sera jamais. Non, il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, c'est vraiment d'essayer de répondre à toutes les normes environnementales. Et je pense que les normes, elles nous font avancer aussi. J'interviens régulièrement dans les mairies, ou récemment au BDF à Lyon, où j'ai répondu à ces questions-là, où tout le monde se pose la question de comment je fais pour entrer dans la ville, notamment quand il y a une ZFE. C'est vraiment de trouver un camion ou un véhicule qui est décarboné. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé du B2B, donc de la livraison vers les magasins, mais on fait aussi de la livraison vers les clients. Là, dès qu'on peut, on fait de l'hybride ou de l'électrique.
Le mieux, c'est l'électrique quand même, donc voilà. Et puis et pour nous, il restera quand même une part, puisque on n'a pas des volumes constants, de trouver en tout cas des transporteurs, soit qui sont déjà au biométhane ou au biogaz. Voilà, mais il n'y a pas de miracle. Il faut vraiment qu'on se fixe ce type de raisonnement, et souvent, ça passe par l'organisation de l'entreprise. Vous voyez, parce que si vous dites je passe qu'en biométhane, au final, vous ne faites pas tourner votre camion, ça va vous coûter très cher. Donc, l'important, c'est de travailler aussi sur comment j'optimise mes camions. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Travailler sur l'optimisation et sur les usages. Tout à fait. Très important dans le cadre de la décarbonation. Exactement. Merci beaucoup Thierry pour votre disponibilité. Merci de nous avoir accueillis ici. À très bientôt. Je vous en prie. Alors Nicolas, peut-être un mot sur la solution retenue à date par Carrefour ? Alors, le biométhane qu'utilise Carrefour aujourd'hui, quand même près de plus de 1000 camions au biométhane. Alors, bon, ce qui est intéressant sur le biométhane, c'est effectivement sur la pollution. Vous n'avez pas d'émissions de particules, vous n'avez pas d'émissions de dioxyde d'azote. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il bénéficie de la vignette critère 1. Donc, en 2024, vous avez un camion biométhane, il rentre dans Paris. Vous aviez un camion diesel, il ne rentre pas dans Paris. Et je parle de Paris, mais c'est la métropole du Grand Paris. Hein. C'est, entre guillemets, plus grand que ça. C'est aussi intéressant parce que c'est notre seule énergie made in France, finalement, le biométhane. Quand on le fait par méthanisation avec nos agriculteurs, on dit parfois que le nucléaire, c'est made in France. Bon, il n'y a pas encore de mine d'uranium au fin fond du Gers, hein, ça vient du Kazakhstan. Donc ça, c'est aussi un point intéressant pour la balance commerciale notamment. Par contre, en ce moment, avec la crise ukrainienne, les prix du gaz ont quand même été multipliés par 4. Et malheureusement, les prix du biométhane sont indexés sur ces prix du gaz européen. Donc il faudra trouver une formule, un mécanisme pour les désindexer, parce que ça va revenir actuellement un peu plus cher que le diesel. Merci Nicolas. Alors Philippe, on vient de l'entendre, Carrefour a testé plusieurs solutions depuis 2012. Est-ce que c'est habituel de faire des tests quand on se lance dans une démarche de transition énergétique ? Oui, c'est très habituel. Tous nos clients, flottes ou constructeurs, en fait, sont engagés dans une démarche très similaire de celle de Carrefour, qui est d'ailleurs exemplaire, qui consiste d'abord à tester plusieurs types de technologies pour étudier et bâtir une feuille de route mieux adaptée à ses besoins de flotte, et puis aussi commencer à comprendre les contraintes au-delà de la technologie. Il y a les contraintes d'accès à l'énergie, par exemple sur l'hydrogène, il faut commencer à réfléchir aussi aux façons de mettre en place des recharges, des stations hydrogène. Beaucoup le font dans les entrepôts. On a un client aujourd'hui en Californie. Vous savez que la Californie a pris un engagement de passer en neutre carbone sur les poids lourds dès 2035, donc ils sont très en avance de phase. Donc ce client est en ce moment en train de tester plusieurs technologies électriques, hydrogène. On fait un véhicule hydrogène poids lourd avec eux qui va être testé pendant 2 ans environ sur une route d'environ 1000 km nord-sud Californie. Leur objectif, c'est de prendre une décision 2028 et de la déployer derrière jusqu'en 2035. Merci Philippe. Nicolas, Carrefour est-il précurseur ou bien tout le monde finalement se pose les mêmes questions aujourd'hui ? Alors je ne sais pas si Carrefour... si Carrefour est quand même précurseur parce qu'ils ont commencé en 2012, je ne sais pas si tout le monde, et notamment ceux qui nous regardent, se posent les mêmes questions aujourd'hui, mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'ils devraient. Comment est-ce que vous faites effectivement demain avec un prix du diesel, 2,50 €, 3 €, 3,50 €, ou alors même pas de diesel du tout, pas de diesel à la pompe. Et donc c'est quand même le moment, je pense, pour les flottes de commencer à réfléchir, on en parlait tout à l'heure, quels sont leurs besoins. Il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Est-ce que c'est plutôt de la ville, de la longue distance ? Est-ce que mes véhicules rentrent à la base tous les soirs pour que je puisse les recharger ? Et donc, quels sont les véhicules qui sont les plus adaptés par rapport aux besoins de ma flotte et combien ça coûte ? Alors, ça fait plusieurs fois, Nicolas, que vous parlez de la courte distance, le dernier kilomètre. Pourquoi est-ce que c'est urgent de travailler en particulier sur ce sujet dès maintenant ? C'est urgent parce qu'avec les zones à faible émission, si vous regardez ce qui est entre guillemets anticipé en 2025, vous avez toutes ces villes de plus de 150 000 habitants.
ça concerne quand même un parc de 17 millions de voitures qui ne peuvent plus rentrer dans ces villes en 2025. Et Paris, ce n'est pas 2025, c'est dans 1 an et demi. Donc il est temps de s'en préoccuper. Et aujourd'hui, on voit aussi qu'en ville, il y a l'explosion du e-commerce. Toutes les livraisons ne se font pas en vélo électrique, a priori, ni en trottinette. Et donc, on a des solutions qui existent, des triporteurs, des véhicules légers. Et on oublie souvent, d'ailleurs, ces 2 angles morts de la transition énergétique, et j'aime bien les rappeler. Il y en a un, c'est le fait que, en fait, avec le développement d'Uber, il y a 20 ans, en fait, il n'y avait que les patrons du CAC 40 qui roulaient avec un chauffeur. Aujourd'hui, tout le monde a un chauffeur en diesel, y compris ma nounou. Et puis on a aussi l'e-commerce, le fait qu'on va plus se déplacer, on achète en ligne, on se fait livrer chez nous. Et donc on a vraiment une explosion du trafic de scooters, de camionnettes diesel, et c'est ces véhicules qu'il faut électriser en priorité. Sachant que ces camionnettes, de toute façon, vont être chassées des centres-villes dès 2024 pour Paris, un peu plus tard pour les autres villes, et donc c'est le moment de vraiment y réfléchir sérieusement. Et côté poids lourd, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On en est où? Alors, pour les poids lourds, c'est théoriquement possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. La solution la plus facile à date, d'ailleurs, Carrefour en a parlé, pour rouler et faire un trajet en camion électrique, c'est encore de le mettre sur un train. Mais donc on a aujourd'hui aux États-Unis notamment le GNL qui s'était pas mal développé avec le développement du gaz de schiste, donc par rapport au diesel. Mais aujourd'hui, en ce moment, avec l'explosion du prix du gaz naturel, eh bien parfois ces véhicules restent un peu au garage. Et donc moi je pense qu'il ne faut pas vouloir tout faire en même temps. Il faut prioriser. Et la priorité, c'est ce qu'on est capable de faire avec les technologies du jour qui, en termes de coûts, sont compétitives. Et donc, c'est le trajet du quotidien, c'est plutôt les véhicules légers. Et pour les longues distances, il y a aussi une autre solution. C'est de moins transporter. C'est de rapprocher le consommateur du producteur. Là, on parle des infrastructures. Il y a aussi la technologie, bien sûr, qui rentre en jeu. Philippe, on en est où, côté technologie ? Alors la technologie poids lourd, il faut savoir, c'est la plus difficile pour la pile à combustible. Il faut à peu près 300 kW dans un poids lourd 44 tonnes. La technologie est en développement. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, un des sujets, c'est la durabilité. Notre système aujourd'hui tourne 10 000 heures. 10 000 heures de pile, c'est à peu près 500-600 000 km. Donc c'est insuffisant pour un poids lourd. Donc on est obligé de faire des swaps de systèmes. On voit une technologie en mass market aux environs de 2028. Tous les gros constructeurs, Volvo, DAF, sont en train de travailler sur le sujet, donc ça accélère et on sera prêt pour la fin de la décennie. Donc Philippe, ça veut dire qu'on parle de quel horizon de temps? 2025, 2027, 2028? Alors le démarrage poids lourd, c'est, donc je vous ai dit, 2027-2028. Les véhicules utilitaires, c'est en ce moment. Les véhicules de grande taille utilitaire, ça sera 26-27. Vous voyez, les pick-up aux États-Unis, l'objectif c'est 2026. Donc on va dire entre maintenant et 2030. Merci Philippe. Alors je vous rappelle à vous qui nous écoutez que j'ai à côté de moi une tablette où je reçois toutes vos questions. N'hésitez pas à alimenter le fil de discussion. C'est sur la base de vos questions que j'interrogerai tout à l'heure mes invités. Nicolas, on peut se poser la question en fait, mais pourquoi ça ne va pas plus vite, même pour l'électrique? Pour l'instant, il y a quand même un problème de mutualisation des coûts, quand on a besoin d'une infrastructure de recharge. Donc ça, c'est important. Et puis le prix d'achat par rapport au service rendu. Le service rendu, c'est est-ce que je vais pouvoir me charger facilement? Et combien de temps ça va me prendre? Combien de temps mon camion va être arrêté? Avec aujourd'hui des autonomies qui restent limitées pour faire des longues distances. Et comme l'a dit aussi Philippe, aujourd'hui, il y a très peu d'alternatives, malheureusement, par rapport au diesel. En fait, le focus des constructeurs a plutôt été sur les voitures particulières. Mais néanmoins, si jamais on se dirige vers un monde où le diesel est contraint, concrètement, ça veut dire, je vais à la pompe, il n'y a pas de diesel. On ne va pas avoir le choix. Et là, de toute façon, il faudra y aller, entre guillemets, quoi qu'il en coûte. Ok. Et Nicolas, est-ce qu'on perçoit déjà, ou est-ce qu'il y aura demain des conséquences de l'électromobilité sur les besoins en électricité? Alors, vraisemblablement, si on décide
d'électrifier la plus grande partie de la mobilité du quotidien, que ce soit pour le transport des personnes, mais aussi pour le transport du marchandise. Ça va avoir un impact sur notre production d'électricité. Il y a quelques années, je vous aurais dit que la demande va être plus ou moins stable et que tout va bien se passer. À l'heure où je vous parle, il y a la moitié de notre parc nucléaire qui est à l'arrêt. On a un parc qui a 35 ans d'âge, avec une durée de vie théorique de 40 ans, et dans lequel on n'a pas investi un euro en 35 ans. Donc, on a quand même des risques qui se présentent sur la production d'électricité, sachant qu'en plus, il faut que cette électricité, elle soit décarbonée. Aujourd'hui, avec la crise actuelle en Ukraine, avec le fait qu'on a décidé de se passer du pétrole, du diesel russe et peut-être demain du gaz russe, eh bien, vous avez pas mal de pays, comme je le disais, ils l'ont annoncé hier ou avant-hier, l'Allemagne, Pays-Bas, Autriche, qui repassent au charbon. Donc si c'est pour rouler au charbon, ce ne sera pas forcément pertinent pour le climat. Alors quand on parle de l'hydrogène, on n'en a pas parlé aujourd'hui, ça ne concerne peut-être pas les transporteurs, mais on parle aussi de l'avion. L'avion à hydrogène, l'avion vert. Alors là, pour le coup, en électricité, ça ne passe pas. Parce que si vous deviez faire décoller tous les avions qui décollent et atterrissent à Roissy à l'hydrogène, il faut 16 réacteurs nucléaires. Ah oui. Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Philippe, quelles sont les conditions de réussite pour l'hydrogène ? La première condition de réussite, c'est le coût. Et l'objectif, c'est qu'on ait une TCO, c'est-à-dire un coût au kilomètre identique au thermique. Notre objectif sur l'hydrogène, c'est que cette parité au thermique soit entre les années 2026 et 2030. On est bien parti. Évidemment, ce qui se passe en ce moment sur les coûts du pétrole accélère les chances d'atteindre cet objectif. Le deuxième, c'est le déploiement des infrastructures. Il faut qu'il y ait le plus vite possible des stations hydrogène tous les 100 km. C'est l'objectif européen d'ici à 2030. Vous voyez qu'on en est encore très loin. Il y a une trentaine de stations aujourd'hui en France. Et peut-être, si vous me permettez, un objectif personnel pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Vous voulez des solutions qui soient opérationnelles, vous voulez des solutions que vous pouvez mettre en place de façon pragmatique. Et donc, moi, je vous encourage à utiliser des solutions simples qui existent aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas la solution ultime, comme sur les utilitaires, comme sur les chariots élévateurs hydrogène qui existent, pour commencer à tester ces idées, ces technologies, et puis commencer à bâtir votre feuille de route. Alors, on l'entend, le principal verrou, ça reste les infrastructures hydrogène. Nicolas, est-ce qu'on va bientôt arriver à le faire sauter, ce verrou, ou pas encore ? Tout dépend de qui paye. Quelques dizaines de milliards d'euros, je crois que c'est 40 milliards d'euros pour la France. Si c'est fait avec de l'argent magique, ça va bien se passer. Quand c'est le privé qui paye, ça peut prendre un peu plus de temps. Aujourd'hui, la France s'est engagée à investir 9 milliards d'euros. La priorité, pour l'instant, c'est la décarbonation des processus industriels, notamment la fabrication de l'acier avec de l'hydrogène. Et donc ensuite, pour le transport, on n'a pas encore beaucoup de visibilité sur le déploiement d'une infrastructure de recharge au niveau national. Et c'est vrai que pour l'instant, ça reste le véritable verrou, même si de toute façon, on va attendre un petit peu les camions. On va attendre quand même 2028. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le déploiement de l'infrastructure de recharge, par exemple pour les véhicules électriques sur autoroute, ça a pris un peu de temps. Ça a commencé, les premières voitures c'était 2010. Ça prend du temps, il faut espérer que ça ira un peu plus vite. D'accord, alors on arrive déjà quasiment à la fin de cette table ronde. J'ai une dernière question pour tous les deux. Je vais commencer par Philippe. Philippe, vous avez déjà donné quelques conseils à l'instant aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous aviez encore un ou deux conseils à partager avec nous, ce seraient lesquels ? Vous avez vu, c'est quand même, on a parlé là pendant presque une heure, c'est des sujets compliqués, il faut bien l'avouer. On apprend tous les jours, il faut être aussi modeste, les technologies se développent tous les jours, donc plus vite vous rentrez dans le bain, plus vite vous comprenez les concepts, les limites. Donc mon premier conseil, c'est de vous lancer avec des choses simples le plus vite possible.
Merci Philippe. Nicolas, la dernière question pour vous. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il n'y aura pas une solution unique pour décarboner le monde du transport? Alors oui, aujourd'hui, on peut vraiment l'affirmer. Il n'y aura pas de solution unique. Il n'y aura pas de solution magique. Et on ne répondra pas à tous nos besoins avec le même véhicule, comme c'était le cas auparavant, et qui était d'ailleurs bien pratique. Donc pour tous les transporteurs qui nous écoutent, vous allez devoir avoir des flottes avec différents types d'énergie. On a parlé du biogaz, de l'électrique à batterie, électrique à hydrogène, ou encore diesel aussi, en fonction des usages et des réglementations. On a parlé de zones à faible émission. Mais par contre, quand on parle, une fois de plus, de dernier kilomètre, des véhicules utilitaires légers, aujourd'hui, on a déjà une offre en place. Et pour ces véhicules qui sont moins lourds et qui parcourent moins de kilomètres chaque jour, là, on est capable, dès aujourd'hui, de passer à l'électrique. Merci vraiment à tous les deux, Nicolas et Philippe, pour vos regards croisés et puis pour l'ensemble des sujets qu'on vient d'aborder ensemble, aussi pour vos convictions. On se retrouve dans un moment pour la session de questions-réponses. Alors, le conseil qui vient de nous être donné, c'est de démarrer dès maintenant la transition énergétique. Le véhicule utilitaire semble être une très bonne opportunité de test and learn et d'apprentissage. Je vous propose que nous en parlions tout de suite avec Pascal Nouvelon, président directeur général de Watèa by Michelin, une solution de mobilité électrique sur mesure pour les flottes de véhicules utilitaires. Bonjour Pascal. Bonjour Claire, bonjour à tous. Alors Pascal, Watèa, c'est la contraction de Watt, l'unité de puissance de l'énergie, le flux énergétique, et de EA, Easy Access. Est-ce que ça résume bien votre activité? Complètement. La philosophie de Watèa, c'est de simplifier le véhicule utilitaire électrique pour les flottes professionnelles. Et puis Watèa, Claire, c'est aussi un jeu de mots, puisque Watèa, en langue maori, ça veut dire simple, libéré. C'est donc le terme idéal pour tendre vers la neutralité carbone et rendre la transition énergétique facile et accessible à tous. C'est notre ambition. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la transition énergétique? On a parlé de ZFE, on a parlé de l'homme. En quoi est-ce que cela vous concerne, vous, aujourd'hui, chez Watèa, et comment vous nous accompagnez là-dessus? Alors, ça nous concerne chez Watèa, puisque nous nous sommes donnés comme ambition de faciliter la transition énergétique pour les professionnels. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi les professionnels ont besoin d'aide pour rouler avec leur véhicule électrique? Alors, il faut imaginer qu'un véhicule diesel, qui était, comme Nicolas Meillon le rappelait, le véhicule à tout faire que l'on connaît aujourd'hui, ça fait un véhicule diesel, ça fait 600-700 km sur une charge, ça se recharge en 3 minutes, et des pompes à essence, il y en a partout. Donc finalement, la question de l'autonomie n'était pas un sujet. Et puis c'était une technologie mature, donc la question du coût, finalement, était moins un sujet. Avec le véhicule, les besoins de décarbonation, avec la mise en place des zones à faible émission, avec la demande des chargeurs d'avoir des solutions décarbonées, on vient introduire de nouvelles contraintes dans ce monde du transport. Et on vient introduire un véhicule qui a moins d'autonomie, 200 km aujourd'hui, c'est ce qu'on sait faire avec un véhicule électrique, qui se recharge en très longtemps, puisque 45 minutes, c'est vraiment le minimum pour le recharger. Et puis des points de recharge, il n'y en a pas partout, on le sait bien. Voilà. Et donc, on vient demander aux professionnels qui utilisent des véhicules utilitaires pour leur activité de faire le même métier avec un véhicule qui a des contraintes fortes. Et pour ça, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de solutions. Ok, donc aujourd'hui, vous vous concentrez sur les flottes de véhicules qui circulent en ville. Alors, aujourd'hui, on se concentre sur ce qui est le plus accessible en matière de décarbonation, c'est-à-dire le véhicule utilitaire et les véhicules qui roulent en ville. Pourquoi la ville? Parce que les véhicules qui roulent en ville font en moyenne moins de kilomètres que les véhicules qui roulent entre les villes. Et puis aussi parce qu'il y a un enjeu sociétal particulier sur les villes, un enjeu de réduction de CO2, mais pas que, également un enjeu de réduction des particules et un enjeu de réduction du bruit. Et il y a une conjonction finalement d'intérêt à se concentrer principalement sur les véhicules
utilitaires qui roulent en ville. Alors Pascal, vous proposez quoi concrètement aujourd'hui avec l'offre Watèa by Michelin? Alors, l'offre Watèa by Michelin, c'est d'abord un accompagnement. Nous accompagnons les flottes clientes de Watèa dans leur réflexion et dans les choix stratégiques qu'ils doivent faire pour décarboner. Nicolas l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de solution magique. Philippe et Nicolas étaient d'accord pour dire qu'il faut anticiper, il faut planifier. Donc Watèa, c'est d'abord un accompagnement. Nous accompagnons les flottes dans leur réflexion, dans leur stratégie de décarbonation. Ensuite, Watèa, c'est une solution. D'accord ? On n'est pas des consultants, on est des facilitateurs et on va mettre en place finalement une solution à travers un abonnement qui propose un véhicule utilitaire, l'accès à l'énergie et une application digitale pour le chauffeur et pour l'exploitant pour faciliter la gestion du véhicule électrique, l'autonomie et à terme en réduire le coût. Est-ce que vous proposez aussi des services associés? Bien sûr. La magie du véhicule électrique, c'est qu'il est, dans notre vision, nécessairement connecté. Il est connecté parce qu'il faut pouvoir prévoir, anticiper les problématiques de l'autonomie. Et à partir du moment où votre véhicule est connecté, ça vous ouvre un champ assez large de solutions de services. Je vais vous en donner un exemple clair. On travaille aujourd'hui beaucoup avec les sociétés du dernier kilomètre. Savoir qu'en moyenne, une camionnette qui livre dans Paris, c'est 80 à 100 arrêts par jour. Donc c'est-à-dire que 80 fois à 100 fois par jour, le chauffeur va devoir s'arrêter, ouvrir son coffre, prendre le colis, chercher ses clés, avec un colis dans la main. C'est pas simple. C'est pas simple. Fermer la porte, livrer son colis, revenir, chercher ses clés, parce qu'il ne les a pas forcément mis au même endroit à chaque fois, réouvrir le véhicule. Bon, je ne vous fais pas la photo, c'est compliqué, on perd du temps, c'est pas efficace. C'est pour ça que Watèa a développé une solution qu'on appelle Autolock Auto-Open, qui permet au chauffeur, en s'éloignant du véhicule, que le véhicule se ferme automatiquement. Donc il n'y a plus besoin de la clé. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le lien entre cette solution, ce service et le véhicule électrique? Le lien, c'est que le véhicule électrique est connecté et qu'à partir du moment où il est connecté, on peut déployer des services pour faciliter la vie de l'utilisateur, du chauffeur, mais aussi pour réduire les coûts. Merci Pascal. Alors, je vous rappelle encore à vous qui nous écoutez que je reçois vos questions sur ma tablette. Je vous invite et je vous encourage à continuer à poser vos questions. Elles alimenteront la prochaine session avec nos invités. Alors Pascal, vous avez lancé cette offre Watèa by Michelin il y a pratiquement un an maintenant. C'était en juillet 2021. Quels sont les premiers retours d'expérience que vous avez? Alors, ils sont très bons. Nous sommes en avance sur notre plan de marche. Mais Claire, ce que je vous propose, c'est d'écouter les clients de Watèa, puisque finalement, ce sont eux qui en parlent le mieux. En effet, nous avons été rencontrer deux de vos clients. Nous avons eu la chance d'aller interroger Olivier Leroux, directeur de Easy2Go, et Cyril Bouquin-Nicolas, responsable d'éco-livraison de GLS. On les écoute. Je m'appelle Olivier Leroux, je suis le cofondateur et dirigeant de Easy2Go. Easy2Go est un des leaders en France aujourd'hui sur la livraison des colis lourds et volumineux pour les particuliers. Easy2Go a été créé en 2016 au sein du groupe Redsphere. Je suis Cyril Bouquin-Nicolas, je suis le responsable éco-livraison, éco-mobilité et manager environnemental pour GLS France. Au sein d'Easy2Go, notre problématique initiale, quand nous avons décidé de nous lancer dans notre stratégie de développement du projet zéro émission, demandé par nos clients à l'époque, était donc de trouver les bons véhicules et les bonnes infrastructures pour accompagner nos clients dans ces transports zéro émission. On s'est alors rendu compte de la difficulté de trouver des véhicules et de mettre en place des infrastructures qui nous permettaient de répondre aux demandes de nos clients. C'est pourquoi nous avons choisi assez rapidement le partenaire Watèa qui s'est imposé à nous comme étant le plus compétent, le plus professionnel et avec la meilleure garantie de service pour mettre en place ce projet au sein de la société. Notre problématique initiale, c'est la transition énergétique de la flotte de nos véhicules de livraison. Il faut savoir que d'ici fin 2025, nous allons devoir livrer quasiment la totalité, voire l'intégralité des grands centres urbains
avec des véhicules électriques. GLS France, aujourd'hui, c'est 3100 véhicules électriques sur les routes chaque jour. Ces véhicules, il faut les charger. Donc notre problématique, c'est une problématique de comment charger ces véhicules, sachant que nous ne pourrons pas installer sur nos agences autant de bornes de prise de recharge que nous avons de véhicules sur les routes. Nous cherchions une solution globale pour nous accompagner dans cette transition zéro émission. Nous avions soit la possibilité de prendre un partenaire pour nos infrastructures et un partenaire pour la mise en place de notre flotte, et nous avons choisi l'autre solution qui consistait à prendre un seul partenaire pour l'entièreté du projet. C'est ce qui nous a séduit chez Watèa, puisque Watèa s'occupe à la fois de l'audit préalable, avant la mise en place du projet, la mise en place du projet et également l'accompagnement durant les 3 ou 4 ans que va durer la collaboration. Nous avons choisi Watèa by Michelin pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la disponibilité des véhicules qui est assez importante chez Watèa. La deuxième raison, c'est le packaging qui est offert à nos sous-traitants, qui est vraiment très complet, qui va comprendre la maintenance du véhicule, l'assurance du véhicule, les pneumatiques. Les pneumatiques, on sait que c'est très important pour conserver une bonne autonomie sur un véhicule électrique. Et ensuite, toute la partie télématique qui va permettre à nos patrons sous-traitants de pouvoir suivre l'activité de leur véhicule et de leur chauffeur en temps réel. Je dirais qu'il y en a 3. La première chose, c'est la garantie du respect. Watèa s'engage sur un respect de mise en place qui est systématiquement respecté. Deuxièmement, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que Watèa prend en charge le projet, le gère et ne nous demande pas d'intervenir tous les jours. Et le troisième intérêt, c'est l'efficacité. L'équipe a mis en place une structure qui est extrêmement efficace et qui nous permet d'être performants. En termes de résultats, aujourd'hui, ils sont extrêmement concrets et extrêmement intéressants. D'abord, nos partenaires de livraison sont très satisfaits des solutions proposées par Watèa, à la fois pour leurs chauffeurs et pour leurs entreprises de transport. Donc le retour est positif. Le deuxième intérêt pour nous, c'est que, en termes de résultats, c'est qu'aujourd'hui, Watèa est en capacité de nous accompagner au national, partout en France, dans des délais extrêmement courts, ce qui nous permet aujourd'hui de prendre des engagements vis-à-vis de nos clients, retailers ou e-commerçants, extrêmement ambitieux, tout en sachant qu'on réussira à faire ce déploiement. 2022 sera une année charnière pour nous, puisqu'on a énormément de projets en cours, énormément de mise en place de prévus, et nous sommes convaincus que Watèa saura répondre aux engagements qu'ils ont pris et que nous avons pris vis-à-vis de nos clients. Les avantages, il y en a plusieurs pour nous. Le premier, c'est la disponibilité des véhicules, puisque Watèa a une grande flotte de véhicules disponibles. La deuxième, c'est d'avoir un interlocuteur unique, que ce soit pour nous, GLS, ou pour nos patrons sous-traitants. Un seul et unique interlocuteur facilite les choses. La troisième, c'est le packaging complet qu'offre Watèa à nos sous-traitants, qui va à la fois leur simplifier la vie, leur permettre de passer d'une solution thermique à une solution électrique sans avoir à se soucier de quoi que ce soit, et une maîtrise complète des coûts, puisque le packaging est complet. Mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de dire ce qu'on ne sait pas faire soi-même, il faut savoir le faire faire par les autres. Et c'est ce que nous avons choisi de faire avec Watèa, et c'est depuis que nous avons pris cette décision que nous avons réussi dans ce que nous sommes en train de réussir dans ce projet de transition. Alors la transition énergétique d'une flotte, ça se prépare et ça s'anticipe. Nous, par exemple, chez GLS, nous avons beaucoup travaillé avec Watèa by Michelin. Nous avons organisé des réunions d'information, que ce soit au niveau de nos équipes ou de nos sous-traitants, afin de leur présenter l'offre Watèa by Michelin. Et un autre avantage de cette offre, c'est qu'il est inclus à l'intérieur une étude d'électrification, ce qui va permettre de s'assurer que les tournées ou les routes que nous voulons mettre sous la transition énergétique soient vraiment réalisables. S'assurer que c'est vraiment réalisable, intéressant. Alors Pascal, à part vous, il n'y a pas d'autres opérateurs aujourd'hui capables d'agréer l'ensemble de ces services à travers un abonnement unique et mensuel. Est-ce que c'est ce qui fait votre force, ce tout en un? Exactement. Alors c'est quoi les challenges de vos clients? Vous travaillez sur quel sujet aujourd'hui avec eux? Alors, les challenges de nos clients, je trouve que Olivier, que je salue d'ailleurs, qui est à Paris aujourd'hui, et Cyril les ont expliqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à la fois des contraintes réglementaires, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, des chargeurs qui demandent finalement aux acteurs du monde du transport de se décarboner. Et donc, la problématique, elle est d'arriver à maîtriser ce véhicule avec une technologie nouvelle, avec des contraintes propres. Les principales contraintes sont au niveau de la recharge, avant tout, puisque
Ce qui est facile à faire, c'est-à-dire électrifier un véhicule qui dort sur un dépôt, ça c'est déjà en partie fait et en partie réalisable. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'arriver à recharger des véhicules sur des usages où le véhicule dort chez le collaborateur, et c'est plus de 90% des véhicules qui sont dans ce cas de figure-là. Et nous, WATEA, on développe des solutions pour accompagner les flottes du dernier kilomètre, bien sûr, mais pas que, du monde de la construction, du monde de la maintenance, pour trouver à chaque fois la solution qui va leur permettre de rouler simplement avec leur véhicule électrique. Vous cherchez donc à chaque fois à proposer une mobilité électrique simple, accessible et répondant aux besoins de vos clients. C'est bien ça? C'était exactement ça, Claire. Alors Pascal, est-ce que vous avez un message, vous, à faire passer aujourd'hui aux représentants du monde du transport et des flottes qui nous écoutent en ce moment? Alors, mon message, puisqu'on vit avec un grand nombre de sociétés du monde du transport, de la construction, de la maintenance, mon message, c'est vraiment d'anticiper. En fait, on voit les contraintes qui arrivent, on voit un certain nombre d'acteurs du monde économique et du monde du transport qui ont pris les devants. D'accord. On a entendu Easy2Go qui accompagne ses clients, on a entendu GLS qui accompagne ses transporteurs, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Si on n'anticipe pas, on risque de se retrouver coincé. Et on risque de se retrouver dans une situation où un concurrent a mis en œuvre plus vite que soi-même la mobilité électrique qui est nécessaire, et on risque de ne pas pouvoir le faire à temps. Il y a un risque majeur, c'est la disponibilité des véhicules. On voit bien qu'aujourd'hui, on manque d'ores et déjà de véhicules électriques. Donc si on n'anticipe pas, si on ne préempte pas à un moment donné une partie des véhicules électriques disponibles pour les mettre dans sa flotte, on va se retrouver, et il y a des sociétés qui vont se retrouver coincées. Et pas que dans le dernier kilomètre. Et à ce moment-là, le risque, c'est de perdre de l'activité, de perdre du business, ou de se faire verbaliser, ce qui va de toute façon n'est pas une bonne solution économique et puis une bonne solution d'image. Vous nous dites qu'il faut anticiper. Est-ce qu'on peut tout anticiper? Alors, tout, je ne sais pas, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut anticiper. La question, c'est d'appréhender une technologie nouvelle. Cette technologie, on l'a vu, elle vient avec des contraintes qui sont propres, qui ne sont pas faciles à maîtriser. D'accord. Et donc, plus on s'y met tôt et plus on se fait accompagner, plus on met de son côté des chances de réussir. Donc, en anticipant et en travaillant avec des sociétés spécialisées dont c'est le métier, comme WATEA, eh bien, on maximise les chances de réussir et d'être dans les sociétés qui, demain, auront passé ce cap sans difficulté majeure. Pascal, un dernier mot pour conclure notre échange? Alors déjà, merci beaucoup de nous donner l'occasion de partager WATEA. Moi, l'élément que j'avais envie de partager, c'est qu'en tant que citoyen, je suis convaincu de la nécessité de changer et de l'urgence. On le voit bien. Je fais régulièrement Paris-Clermont-Ferrand en train ou en voiture. On voit bien que la campagne aujourd'hui, au mois de juin, elle ressemble à la campagne fin août. Il y a une véritable urgence. Et moi, je suis convaincu que tous les entrepreneurs qui sont autour de cette table ont une mission de prendre à bras-le-corps la transition énergétique pour faire en sorte que nous puissions avoir un monde meilleur demain. Donc, merci à tous. C'est la vocation de WATEA, c'est la motivation des collaborateurs de WATEA que de se battre pour ça. Et je suis certain que c'est une motivation partagée avec l'immense majorité des gens qui sont autour de nous aujourd'hui. Merci Pascal. Alors, il est maintenant temps de répondre à vos questions. Pascal, vous restez avec moi et j'invite sur le plateau à nous rejoindre à nouveau Armelle, Philippe et Nicolas. Alors ça y est, nous sommes à nouveau sur le plateau. Vous voyez que j'ai ma tablette comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Il faut simplement une petite seconde pour que vos messages apparaissent. Nos intervenants sont à nouveau avec moi sur le plateau et je vois en effet que nous avons reçu de très très nombreuses
questions. La première question, elle est pour Armelle. Armelle, à partir de quand est-ce que je ne pourrai plus rentrer en ville avec ma voiture diesel ? Alors, c'est une question simple et pourtant la réponse, elle va être un peu plus compliquée. A priori, on peut dire que très globalement en France, d'ici 2 ou 3 ans, les véhicules critères 5, 4 et 3 ne pourront plus rentrer dans les métropoles. Maintenant, ça va dépendre de la métropole concernée. Paris, par exemple, Nicolas le disait très justement, a décidé qu'en 2024, plus aucun véhicule diesel, soit des poids lourds ou des véhicules légers, ne pourrait rentrer. Lyon se décide vers une autre option, ce serait d'interdire seulement les poids lourds. Toulouse irait plutôt vers une option qui interdirait poids lourds et véhicules utilitaires légers. Donc vous voyez que cette interdiction, qui est progressive selon les critères de votre véhicule, elle est en fait à géométrie variable selon la collectivité. Donc à cette question simple, nous n'avons pas encore de réponse simple. Merci Armelle. Une question maintenant peut-être pour Nicolas. Nicolas, quelles aides pouvons-nous avoir pour un transport décarboné ? Alors, il existe effectivement aujourd'hui des aides. Il me semble que, et je ne les connais pas par cœur, mais il me semble qu'elles ont été assez récemment augmentées, notamment pour tous les véhicules légers. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est au moins 7 000 € à l'achat. Ce sera à vérifier, mais je sais qu'on s'est inspiré notamment du Royaume-Uni qui avait mis des aides très importantes pour tous ces véhicules, parce que dans Londres, vous avez déjà ce qu'on appelle une zone à très faible émission où vous n'avez que des véhicules électriques qui peuvent circuler, y compris des taxis. Et donc il faut se renseigner, mais pour les véhicules utilitaires légers, aujourd'hui, on a déjà des aides importantes. Je pense que c'est 7 000 €, mais je ne suis pas sûr à 100% du montant. Merci Nicolas. Une question maintenant pour Philippe. Philippe, existe-t-il des moteurs à combustion hydrogène ? Alors oui, il en existe qui sont testés également en ce moment, plutôt sur des objets gros, soit des poids lourds, voire même des bateaux ou des trains. C'est pas une technologie qui est si facile que ça, elle est pas au point. Elle a évidemment des désavantages qui sont que ça reste un moteur thermique, donc il y a des rejets de particules et de NOx. Et puis, il y a aussi le problème du bruit, de la vibration. Donc, certains le voient comme une solution transitoire. Le débat est en cours. Merci Philippe. Pascal, une question pour vous. Est-ce qu'un camion frigorifique peut trouver une alternative? Est-ce que l'électrique est possible en frigo? Alors c'est une très bonne question. Ce n'est pas l'usage le plus simple, bien sûr. C'est plutôt le sec qui s'est électrifié en premier. Maintenant, des solutions commencent à arriver. En particulier sur le froid positif, qui va intéresser la livraison notamment des supermarchés vers les consommateurs. Donc là, nous avons chez Watèa une solution développée avec un partenaire qui permet de faire efficacement du froid positif. Pour le froid négatif, c'est plus compliqué, puisque le système de refroidissement du véhicule nécessite de tirer sur la batterie. On a des solutions pilotes, mais qui ne sont pas encore commercialisées pour le froid négatif. Merci Pascal. Une question pour Nicolas. Nicolas, pour les véhicules lourds, l'électrique dispose de temps de recharge trop longs, le prix du gaz explose, l'hydrogène n'est pas encore disponible, les ZFE arrivent demain, qu'est-ce qu'on fait ? Pour les véhicules les plus lourds aujourd'hui, malheureusement, pour faire la longue distance, le diesel reste la solution la plus adaptée. Mais quid du diesel si on n'en a plus demain? Donc c'est un vrai problème. Ma perception, c'est que les zones de ZFE, ça va peut-être un peu glisser. En toute franchise, Paris, pas de véhicules diesel en 2024, dans un an. Personnellement, j'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, l'échéance qui était prévue le mois prochain, en juillet, sur la fin de la critère 3 dans Paris, a été décalée à 2023. Donc si celle-là est décalée à 2023, peut-être que la suivante pourrait aussi être décalée. Donc aujourd'hui, effectivement, la longue distance, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis
commençons par la courte distance, là on peut faire des choses. Et je vais compléter ma réponse sur les aides, parce que dans mon passé, quand j'étais à France Stratégie, j'avais regardé un petit peu le bilan du plan France Relance. Donc il y a ces aides à l'achat qu'il faut regarder, mais il y a aussi les primes à la conversion. Alors, primes à la conversion, comme le dispositif change tous les 6 mois, il faut aller sur les sites du gouvernement pour voir où on en est, c'est assez mouvant. Et puis il ne faut pas oublier aussi de se renseigner au niveau local, parce que vous avez des municipalités qui vont mettre en place aussi des aides spécifiques, et ça vous permettra de faire petit à petit baisser les coûts de ces véhicules et arriver à des choses compétitives par rapport aux véhicules actuels. Merci Nicolas. Philippe, combien coûte un véhicule à hydrogène? Afin d'avoir une idée, prenons l'exemple d'un véhicule type Kangoo. Alors, sur un véhicule Kangoo, aujourd'hui, sur le modèle qui est commercialisé, qui est un rétrofit d'un véhicule électrique, c'est-à-dire qu'on prend un Kangoo électrique auquel on ajoute le système hydrogène, le coût du véhicule, c'est à peu près 25 000 €. Donc, il y a évidemment, par rapport à ça, des aides qui sont effectivement de l'ordre de 7 000 €. Il y a aussi une aide, Nicolas, que tu as oublié, qui est en discussion, c'est sur le coût de l'hydrogène, du carburant lui-même. Il y a des discussions en cours pour ramener le coût de l'hydrogène vert vers celui de l'hydrogène gris, c'est-à-dire celui fabriqué à partir de fossiles. L'hydrogène vert, aujourd'hui, c'est entre 8 et 12 € du kilo. La cible, c'est de le ramener à 4 €. Et ça, c'est la cible des industriels dans cette filière. Entre les deux, il y a une discussion sur un système de bonus, de compensation sur ce coût de l'hydrogène. Merci Philippe. Pascal, on a entendu que la fabrication de véhicules électriques était très émettrice de CO2. Cela n'apporterait donc aucune diminution de CO2 dans le cycle de vie de la voiture. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Alors, bon, déjà, on lit beaucoup de choses, certaines justes, certaines moins justes, à propos du véhicule électrique, et en particulier du véhicule électrique à batterie. Alors, je pense que ce serait une bonne question pour Nicolas. Je vais apporter peut-être ma vision, et puis j'espère que Nicolas, tu compléteras. Donc, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véhicule électrique à batterie est émetteur de CO2, c'est certain. D'ailleurs, il émet plus de CO2 à la construction que le véhicule thermique. Alors, on dit, il est où le gain alors ? C'est quoi le bénéfice ? Alors, le gain, il est que, à l'usage, contrairement au véhicule thermique, le véhicule électrique, à partir du moment où l'énergie que l'on met à l'intérieur est elle-même décarbonée, et c'est principalement le cas en France, n'émet plus, du coup, de CO2. Et donc, il faut regarder ce qu'on appelle faire l'analyse du cycle de vie du véhicule, l'analyse complète. Et là, on s'aperçoit qu'en mettant un véhicule électrique à la route, sur l'ensemble du cycle de vie de ce véhicule, on arrive à réduire les émissions entre 60 et 70% par rapport au véhicule diesel. Voilà. Donc c'est là le véritable gain. Donc, alors, il y a du vrai et du faux dans ce qu'on dit. Le vrai, c'est qu'effectivement, on émet du CO2 à produire le véhicule. Le faux, c'est de dire que l'équation, totale, n'est pas positive. Ça, c'est faux. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'on met à la route des véhicules électriques et que c'est intéressant du point de vue écologique. Je voudrais revenir sur un point. Le problème du prix du véhicule électrique, il est de toute façon plus cher. Donc, il est plus cher qu'un véhicule thermique, même avec les aides. Et donc, il va y avoir un véritable enjeu avec le renouvellement des parcs qui est nécessaire pour se conformer à la réglementation et puis au choix des chargeurs. C'est l'enjeu du financement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de véhicules utilitaires et de poids lourds qui sont financés sur fonds propres. Quand il va falloir renouveler le parc de manière massive sur des véhicules qui sont plus chers, la bonne question, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux le faire en fonds propres ou est-ce qu'il vaut mieux passer par des formules de location ou d'abonnement ? Nous, on a fait le choix. Watèa propose des formules de location et d'abonnement, justement pour ne pas faire peser l'ensemble de l'investissement de la mobilité verte sur les comptes des entreprises.
Nicolas, peut-être une réaction sur la voiture électrique? Écoute, Pascal a très bien répondu à la question. Peut-être un petit compliment, c'est que, complément. Après le compliment, c'est qu'on a aujourd'hui, les batteries sont fabriquées au charbon. Hein, donc elles sont fabriquées concrètement, les cellules en Chine, au charbon, et parfois assemblées en Pologne. C'est le cas de la Renault Zoé. Et donc, on fait quelque chose en France qu'on aime beaucoup faire, c'est subventionner l'industrie des autres. Donc on a subventionné, par exemple, en 2020, à hauteur de 300 millions d'euros, la fabrication de batteries au charbon en Pologne et en Chine. Donc cette voiture électrique, pour l'instant, elle vient de là-bas, la batterie. Ce qui serait bien, c'est de la produire chez nous. Donc il y a des projets qui se mettent en place, pas assez rapidement à mon goût, et même si on a 2 gigafactories en France, ben en fait en Allemagne, c'est 6 fois plus. Donc ce serait très important de ces voitures qu'on la produit chez nous. Et quand on parle des voitures, alors les utilitaires, la bonne nouvelle, c'est que souvent ils sont made in France, hein, puisque nos champions français les fabriquent encore en France, que ce soit Renault et PSA. Mais pour les voitures, aujourd'hui, la réglementation européenne encourage les constructeurs à faire des voitures le plus lourd possible. Plus votre voiture est lourde, plus vous pourrez émettre de CO2. Donc Renault, par exemple, ils ont un objectif à 90 grammes par kilomètre, et Mercedes, c'est 130. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les constructeurs ont intérêt à faire des voitures les plus lourdes possibles, qui émettent le moins de CO2 possible. Ça s'appelle un tank électrique. Donc si on fait des tanks électriques avec la batterie fabriquée au charbon, l'impact sur le CO2 va être limité. Donc il faut mettre en place des règles. Et nous, avec France Stratégie, on avait par exemple proposé à conditionner les aides à l'achat au lieu de fabrication de la batterie, à l'empreinte carbone de la batterie. Mettre en place un bonus sur le poids des véhicules pour pouvoir produire ces véhicules chez nous. Et ça aura quelques conséquences collatérales, comme par exemple réindustrialiser le pays, créer de l'emploi, faire baisser l'empreinte carbone, etc., etc. Mais aujourd'hui, de toute façon, en France, avec notre électricité, qui pour l'instant encore est décarbonée, de toute façon, on a un gain, y compris quand c'est fabriqué au charbon en Chine pour la batterie. Merci Nicolas. Une question pour Armelle, mais je suis sûre, Nicolas, que vous allez réagir aussi. L'agenda de restriction de circulation des véhicules thermiques en 2024 sur l'Île-de-France ne vous paraît-il pas utopiste? Et quelle est la date d'interdiction des véhicules Euro 6 dans les ZFE? Alors effectivement, Nicolas l'a déjà dit tout à l'heure, est-ce que c'est utopique de penser qu'en 2024, aucun véhicule diesel ne pourra rentrer dans Paris? Effectivement, ça paraît compliqué. On sait aujourd'hui que les règles parisiennes, par exemple, ne sont pas suivies de verbalisation, parce que c'est trop difficile en termes d'acceptabilité. Techniquement, je ne suis pas sûre que ce soit possible aussi, c'est-à-dire l'approvisionnement de Paris, comment va-t-il se passer alors que les technologies ne sont pas disponibles? Donc je partage un petit peu le doute de Nicolas sur le fait que ce soit possible dès 2024. Néanmoins, la réglementation, elle est là pour nous pousser à faire des progrès. C'est l'avantage de la réglementation, c'est qu'elle nous pousse à aller plus loin. Donc si ce n'est pas 2024, de toute façon, ce sera 2025. Donc on doit, et je crois que Pascal le disait très bien, quoi qu'il en soit, anticiper. Nicolas, tu veux ajouter? Alors oui, moi j'ai dit que j'y croyais pas une seconde. Donc, mais pourquoi j'y crois pas une seconde? Pour 2 raisons. La première, c'est que quand vous êtes un petit entrepreneur, vous avez votre Kangoo diesel, vous avez tout votre stockage, vous habitez dans la petite couronne de Paris. Vous n'avez pas forcément une place de stationnement, pas forcément une prise. Comment vous vous chargez? À quel moment? La voiture électrique, je le dis souvent, c'est la voiture des gilets jaunes, c'est la voiture du monde rural. C'est facile, on a une piste de stationnement, on a une prise, on peut rouler. En ville, c'est plus compliqué. La deuxième raison, c'est que si on voulait équiper, avant 2024, tous les utilitaires qui roulent au diesel en électrique, on n'aurait pas l'offre des constructeurs. Il n'y aura pas les véhicules en face de toute façon. Donc on va pouvoir dire, moi je voulais le faire, mais là j'ai pas les véhicules, donc ça va glisser. Mais il y a aussi quand même les Jeux Olympiques qui arrivent, qui est un symbole très important, et c'était pour ça au départ qu'on voulait limiter le diesel. Donc on n'est jamais à l'abri des décisions que peut prendre Madame Hidalgo, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, même si j'ai des doutes. Merci Nicolas et merci Armelle. Une question pour Philippe. Philippe, comment on fait pour produire de l'hydrogène vert? Est-ce vraiment vert? Et enfin, quel est l'objectif de prix pour l'hydrogène vert afin d'être compétitif? Alors, l'hydrogène vert, je vous ai dit, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'électricité renouvelable.
Donc prenons par exemple des éoliennes, des panneaux photovoltaïques. Ils produisent quand il y a du vent, quand il y a du soleil, pas forcément quand il y a un besoin électrique. Et de plus en plus, on a des surplus électriques. L'électricité, vous savez, on a du mal à la stocker. On la stocke en France dans des barrages, mais il n'y a pas beaucoup de réserves. Donc l'idée, c'est de la stocker sous forme d'hydrogène en utilisant l'électrolyse de l'eau. L'eau, H2O, vous cassez la molécule grâce à cette électricité. Vous avez l'hydrogène d'un côté, l'hydrogène vert que vous stockez, de l'oxygène que vous pouvez utiliser ou remettre aux petits oiseaux. Lorsqu'on le fait à partir d'électricité nucléaire, alors pardon, ça devient un peu technique, on parle d'hydrogène jaune. Et lorsqu'on le fait en décarbonant, c'est-à-dire en retirant les émissions de gaz à effet de serre de l'hydrogène gris, on parle d'hydrogène bleu. Voilà, tout ça, c'est des catégories d'hydrogène décarboné, mais au bout du compte, ça, je vous l'assure, on y arrive aujourd'hui. Merci Philippe. Une question maintenant pour Pascal. Les services de Watèa seront-ils évolutifs, même sur des véhicules déjà en circulation? Alors, quand on parle de l'accès à l'énergie ou de la plateforme digitale, oui, bien sûr, on peut adapter les services de Watèa sur des véhicules électriques qui sont déjà en place. Le cas de figure ne s'est pas présenté jusqu'à présent, puisque on part plutôt d'un parc diesel que l'on adapte à l'électrique. On est plutôt sur des véhicules neufs. Après, évidemment, on est tout à fait prêt à aider et à contribuer. Et, on le fera avec grand plaisir. Nicolas, les constructeurs auront-ils la capacité de livrer des camions propres en nombre suffisamment pour compenser les véhicules thermiques qui livrent actuellement au sein des futurs ZFE? C'est un vrai challenge. Aujourd'hui, on a des contraintes sur les livraisons de voitures électriques, rien que sur les voitures particulières. On en avait parlé tout à l'heure, la crise des semi-conducteurs, des contraintes aussi sur les métaux. Dans une batterie, on met du nickel, on met du cobalt, on met du lithium aussi. Et donc, quand on prend les voitures particulières, on a des temps de... Quand on commande une voiture aujourd'hui, la livraison, c'est 3, 6, 9 mois avec des listes d'attente qui s'allongent. Sachant que les constructeurs ont toujours plutôt donné la priorité aux voitures particulières par rapport aux véhicules utilitaires légers. Et donc, aujourd'hui, on a une vraie contrainte au niveau du constructeur sur ces véhicules. Quand on passe aux camions électriques, on parle des 8 tonnes de batterie, c'est des trucs très, très significatifs, il y a un problème aussi de métaux. Est-ce qu'on aura assez de métaux? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on a un parc mondial à peu près de 1,3 milliard de voitures. On ne pourra pas toutes les équiper avec une batterie de 50 kWh. Il n'y a pas les métaux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment focaliser l'utilisation de ce stock de métaux sur les bons usages. Je donne juste un exemple rapide. Si je prends ma voiture pour faire du trajet domicile-travail, avec une batterie de 25 kWh, toute électrique, et à la place de ça, je prends ma Tesla Model S qui a une batterie de 100 kWh. On comprend bien qu'avec ma Tesla, je peux avoir 4 petites voitures pour faire le domicile-travail. Et donc, je vais pouvoir en fait multiplier par 4 l'utilisation de l'électricité. Il va falloir mieux utiliser ces métaux. Et un des vrais challenges aujourd'hui, c'est ces tanks électriques. Et donc, il va falloir réduire au maximum. C'est vrai pour les voitures. Ce sera vrai aussi pour la livraison d'un kilomètre. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des vélos, des triporteurs, qui sont des choses très efficaces. On va travailler sur des solutions très légères pour essayer d'optimiser à chaque fois l'utilisation des métaux, qui aura forcément un impact derrière sur le coût. Nicolas, justement, une question en lien. Quid de la pénurie de cuivre à horizon 2026 ? N'est-il pas urgent de faire le tour des ressources disponibles, surtout pour nous en Europe ? Alors c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas très organisé sur l'offre. L'industrie, on les a plutôt laissés ailleurs parce qu'on n'aime pas ça, ça pollue. Et donc c'est vrai qu'on parle du cuivre, qui est un peu le métal de la transition énergétique, puisque c'est ça qui transporte l'électricité. Mais je vous ai dit, il y a d'autres métaux. L'Europe s'est saisie du sujet. Ils ont mis en place un comité stratégique Théodule pour s'intéresser aux contraintes d'approvisionnement. Il ne reste pas moins que 80% du raffinage du cobalt, ça se passe en Chine. Donc aujourd'hui, on est quand même pieds et poings liés avec les Chinois. Et si on veut bâtir une souveraineté, vous savez, c'est le nouveau mot à la mode depuis le Covid-19, une souveraineté industrielle, non seulement il va falloir
assembler les cellules des batteries, il va falloir fabriquer les cellules des batteries, il va falloir continuer à remonter la chaîne jusqu'au raffinage. C'est toutes ces usines qu'on avait chez nous et qu'on a à Rhône-Poulenc, par exemple, à La Rochelle, et qu'on a délocalisées en Chine, puisque la pollution, c'était a priori moins un problème chez eux. Et donc, on ne va pas remettre, bien sûr, les mines de cuivre et de cobalt au Congo, on ne va pas les mettre chez nous, mais tout le reste de la chaîne, il faut qu'on le remonte, sinon on sera pieds et poings liés. Aujourd'hui, c'est avec la Russie et l'Arabie Saoudite, et demain avec la Chine. Merci Nicolas. Une question pour Philippe. Philippe, vous mentionnez le point d'équilibre de l'hydrogène au niveau du coût par rapport au diesel aux alentours de 2027. Mais aura-t-on suffisamment de pistolets installés et y aura-t-il suffisamment d'hydrogène vert pour les alimenter? Ça, c'est la bonne question. C'est ce qui fait que je ne dors pas toujours très bien la nuit, parce que je me dis que si je fais très bien mon boulot, si tous les collaborateurs de Symbio, nos clients, ont fait très bien notre boulot et qu'il n'y a pas de pistolet, comme vous dites, disponible sur l'hydrogène, la technologie ne se déploiera pas. Alors bon, il y a quand même énormément de travail qui est fait par les pouvoirs publics au niveau européen. On le voit d'ailleurs dans toutes les régions, aux États-Unis, en Chine. Donc les choses vont s'accélérer, c'est sûr, mais ça sera sans nul doute le goulot du déploiement de cette technologie dans les 10 ans à venir, c'est certain. Enfin, vous avez vu récemment quand même, pardon Nicolas, vous avez vu récemment que Total a annoncé un gros investissement justement dans des électrolyseurs pour hydrogène vert au Moyen-Orient. Donc on voit quand même que les choses bougent très vite. Sachant qu'il y aura peut-être plus de pistolets en ville que sur le long des autoroutes. On en parlait, je crois qu'à horizon 2030, c'est un tiers presque des véhicules utilitaires légers électriques hydrogène et 2 tiers batterie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on en a déjà aujourd'hui. Concrètement, à Paris, on a déjà des stations qui existent. Et une fois de plus, parce qu'on est capable de mutualiser les coûts. Le problème, c'est la station qui est un petit peu au milieu de nulle part et qui ne va pas être forcément utilisée tout le temps. Et ça, c'est toujours la longue distance. Sachant que l'Europe a quand même, dans le cadre de sa révision de la directive sur les recharges, l'ambition d'implanter sur tout le territoire européen une borne de recharge toutes les 60 km pour les véhicules légers, tous les 100 km pour les poids lourds. Donc c'est un plan d'investissement massif qui est prévu. Ouais. Est-ce qu'on en a les moyens? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas l'ambition européenne. Et puis dans quel ordre? Alors justement là-dessus, peut-être un message. Il y a des travaux en cours pour identifier les priorités, c'est-à-dire les corridors routiers prioritaires où il faudra déployer en urgence ces stations électriques ou hydrogène. Donc, si vous avez des idées, faites-les passer parce que c'est maintenant que ça se décide. L'appel est lancé, Philippe, merci. Pascal, concernant la solution Watèa, comment Michelin pourrait nous aider à faire modifier la réglementation pour transporter du gaz avec des véhicules électriques ou à hydrogène? Alors ça, c'est un peu une colle. Il en faut. Voilà. Alors, je pense qu'on va prendre le point et ça nous donnera l'occasion de revenir vous voir avec les réponses à ces questions. Donc, objectivement, je n'ai pas la réponse. On étudie par contre régulièrement des cas un peu particuliers, mais la question du transport du gaz avec des véhicules électriques, aujourd'hui, on n'a pas traité le point, je n'ai pas de réponse à cette question. Un nouveau sujet de travail. Alors, peut-être qu'autour de la table, Nicolas... passer à l'hydrogène ne résout pas le problème? Ah bah si, sûrement. L'hydrogène résout tous les problèmes. Très bien. Non, mais là, c'est une question vraiment spécifique. Je ne veux pas m'engager à donner une réponse pour laquelle, objectivement, je n'ai pas la réponse. Par contre, je prends le point. D'accord, et on a des équipes Watèa dans tous les restaurants. J'espère qu'on prendra le nom du client qui a posé la question et on y répondra bien volontiers. Merci. Armelle, où en est-on concernant les CEE pour les flottes? Comment en bénéficier et pour quelle motorisation de véhicules? Alors,
Donc les CEE, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un système français qui marche depuis très longtemps. Donc ils sont déployés largement aujourd'hui. Est-ce que nous ne sommes pas au bout du système des CEE? Je ne sais pas. On n'a pas de visibilité aujourd'hui de la part des pouvoirs publics sur la manière dont ils souhaitent accélérer ces dispositifs ou pas. Aujourd'hui, le vrai problème des certificats d'économie d'énergie qui fonctionnent, c'est l'extrême complexité administrative pour les mettre en place. C'est la surcharge de travail pour les transporteurs. Donc, je sais que Michelin travaille à une offre sur le sujet pour faciliter le fait pour les transporteurs d'acquérir ces certificats d'économie d'énergie. Donc, aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'un, on n'a pas assez de visibilité sur ce qui est possible, et deux, il faudrait beaucoup plus de simplification du système pour que tout le monde s'en empare au juste niveau. Merci Armelle. Une question pour Nicolas. Nicolas, quid du TCO électrique versus le TCO thermique? Alors, le TCO thermique électrique, c'est vraiment le sujet favori des cabinets de conseil type McKinsey, qui ont tous leur courbe. Je crois qu'on devait se croiser, sans dire de bêtises, peut-être entre 2025 et 2030, mais ça dépendait des véhicules. Mais sauf que ça partait d'une hypothèse qui était que le coût des batteries allait baisser perpétuellement. Et donc, on a effectivement baissé le coût des batteries de 2010 à 2020. C'est ça qui a aussi permis le développement de ces véhicules qui commencent à avoir une autonomie suffisante, notamment pour les véhicules utilitaires légers. Un truc qui est très intéressant, c'est qu'entre 2015 et 2020, la taille des batteries a doublé, à coût comparable. Sur la voiture utilitaire, la voiture légère des particuliers, le kilomètre moyen de la voiture électrique, c'est 9000 km et c'est resté à 9000 km, avec une batterie qui double. Ce qui confirme que c'est la seconde voiture du ménage. Sur la voiture utilitaire, là, on est passé de 9000 à 14000. Ça veut dire que toute la capacité doublée, elle a été utilisée, parce qu'on en a besoin tous les jours. Et donc ça montre bien qu'aujourd'hui, ces véhicules sont capables de remplir leurs fonctions et ils ont l'autonomie suffisante. Mais ce qui m'a permis quand même d'oublier la question. Alors, quid du TCO électrique? Et donc le TCO, voilà, aujourd'hui, le coût de la batterie, il a baissé, sauf qu'aujourd'hui, pour la première fois, en fait, on a fait beaucoup d'optimisation sur le coût de la batterie, notamment parce qu'on a fait ces gigafactories. Et donc, tout ce qui n'est pas matériaux, ça a été optimisé, ça a été comprimé. Il y a quelques années, le coût des matériaux dans la batterie, c'était 40% du coût. Aujourd'hui, c'est 80%. Donc, si le coût des matériaux augmente, le coût des batteries augmente. Et, dernier sujet qui fâche, auparavant, recharger sa voiture électrique, c'était à peu près 4 fois moins cher que de faire le plein de diesel. Mais ça, c'était avant que le prix du gaz soit multiplié par 4. Et en Europe, nos fonctionnaires à Bruxelles ont eu la bonne idée d'indexer le coût de l'électricité sur le coût de gaz de M. Poutine. Donc, le prix de l'électricité a été multiplié par 4. Donc, aujourd'hui, alors nous parlons, eh bien, les gains, alors bien évidemment, on a des contrats à long terme, je parle du prix spot instantané, ce n'est pas encore le cas chez vous, même si le prochain échéancier sera peut-être un peu plus salé que le précédent. Et donc aujourd'hui, il faut quand même qu'on s'organise pour toutes ces solutions, parce que c'était ça le but au départ. Bio-GNV, électricité, c'était quand même de faire des économies. Donc il va falloir réfléchir à changer un peu les mécanismes, arrêter peut-être d'indexer ces prix-là. Pourquoi est-ce que le producteur de bio-GNV, de méthanisation, il leur vendrait au même prix de marché? Il faut qu'on trouve des solutions, parce que c'est les bonnes solutions pour l'environnement. Mais si elles sont plus chères, a priori, pas grand monde qui va payer. Alors, peut-être pour compléter le point de Nicolas, parce que c'est évidemment un sujet clé quand on déploie des véhicules utilitaires électriques, on s'intéresse beaucoup au TCO. Ce qu'on voit avant la crise ukrainienne qui désorganise finalement les supply chains, font grimper les coûts du gaz, mais aussi du pétrole d'ailleurs en même temps, donc finalement tout augmente, mais les références sont un peu bloquées. Donc d'une manière un peu stabilisée, ce qu'on voyait avant la crise ukrainienne, c'est que le coût de la mobilité électrique pour une petite voiture, on était peu ou prou d'ores et déjà dans un équilibre de TCO. Sur un véhicule utilitaire, on était de l'ordre de 20 à 25% plus cher en électrique par rapport au diesel. Donc à l'usage, pas uniquement à l'achat, mais à l'usage. Et donc là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu parce que
tous les chargeurs du monde, toutes les sociétés exploitantes d'ascenseurs, toutes les mairies qui achètent des routes ne vont pas accepter ce surcoût-là. Et donc il y a un véritable enjeu économique pour baisser le coût de la mobilité électrique. Nous, on est convaincus que c'est à travers les services, à travers les gains de productivité, à travers le véhicule augmenté, le véhicule connecté avec les services. Vous savez, mon histoire des colis, voilà, on gagne du temps parce qu'on n'a plus à fermer le véhicule. Voilà, c'est comme ça, finalement, que l'on va rendre compétitive la mobilité électrique. C'est en passant par la donnée, en passant par le véhicule connecté et par les services que l'on développe autour de ce véhicule connecté. Merci. Juste un tout petit peu compléter, parce que c'est vrai que c'est une question qui est très importante. Donc on avait parlé de ces TCO un peu, mais en fait dans la vraie vie aujourd'hui, une voiture électrique d'occasion, elle est déjà moins chère, sans aucune subvention. Vous roulez 30 à 40 km par jour, avec l'augmentation du coût du diesel, de l'essence, la facture de carburant, c'est 120, 130, 150 euros par mois. Une Renault Zoé d'occasion, les premières générations, c'est 80 euros par mois, le leasing. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour les particuliers, et d'ailleurs je le dis souvent, beaucoup de gilets jaunes roulent en voiture électrique. Ils ne roulent pas en Tesla, très bien, mais ils roulent en voiture électrique parce qu'ils gagnent déjà de l'argent tous les mois, ils font des économies. Et ça va être pareil sur les véhicules utilitaires d'occasion. Je pense que ce qui va être intéressant, je ne sais pas comment Watèa va gérer ça, mais ça va être aussi les véhicules d'occasion, ça va être des mines. Puisqu'une fois qu'on a passé, entre guillemets, l'investissement initial sur la batterie, en termes d'utilisation par rapport au diesel, là, vous allez pouvoir faire des économies tous les mois. Alors, une fois de plus, ça dépendra. Moi, je n'ai pas de boule de cristal pour anticiper l'évolution du prix du gaz, de l'électricité et du diesel. Donc, on ne peut pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les pouvoirs publics seront assez intelligents pour que ça reste intéressant d'avoir ces carburants alternatifs et qui feront le nécessaire pour qu'on puisse se débarrasser au plus vite de pétrole, gaz, essence et diesel. Parce que les contraintes qui arrivent sur ces carburants, ce n'est pas dans 5, dans 10, en 2035, c'est demain. Allez, je prends une dernière question parce que la demi-heure est déjà passée très très vite. Elle sera pour Nicolas. Quel avenir pour les carburants type B100 ou XTL? Alors, B100, si je ne dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est du biodiesel à 100%, c'est ça? Et XTL, c'est peut-être du charbon transformé en... j'aurais dit du charbon transformé en carburant. Alors je sais que ça c'est des choses que peut-être regardaient les Chinois. Nous on a dû le faire aussi un peu à une époque, peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais partir sur le biocarburant. Le biocarburant, il y a des configurations où ça marche bien et il y a un gain de CO2, par exemple au Brésil, on va faire de la canne à sucre avec le bon climat et là on regarde le cycle de vie comme sur la voiture électrique et on a un gain sur le CO2. Quand on va aller chercher du biodiesel avec de l'huile de palme, après avoir déforesté une grande partie de la Malaisie ou de l'Indonésie, c'est un tout petit peu moins évident. Le gain CO2, alors le gain CO2 on le voit chez nous, mais en fait quand on prend tout en compte, c'est un peu moins évident. Néanmoins, ça va faire partie des solutions, ça va contribuer parce qu'en fait on aura besoin de tous les carburants. On n'a pas parlé par exemple du GPL. Le GPL, c'est un excellent carburant. On a déjà un réseau de distribution en place. On pourrait avoir et on en a peut-être d'ailleurs déjà des utilitaires fonctionnant au GPL. Très bonne solution. Donc, il va falloir de toute façon, dans un monde contraint en énergie, utiliser toutes les solutions et, si possible, avec le bon usage. Merci. Alors, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci à nos invités. Vraiment, Armelle, Nicolas, Philippe et Pascal pour leur témoignage et leur présence à nos côtés. Et surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que nos échanges vous ont plu. C'était important de prendre un moment ensemble pour aborder le sujet de la décarbonation du monde du transport et des flottes de véhicules utilitaires légers et aussi d'aborder les solutions envisageables aujourd'hui et demain. Encore merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.